aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de l'eau dans le patrimoine et on va prendre l'exemple du patrimoine urbain. J'ai travaillé 20 ans en archéologie ou sur les ressources en eau à partir des grottes. Et là, je vais vous présenter un cas très concret aujourd'hui de l'eau dans la ville et comment est-ce qu'elle est intégrée au patrimoine et comment est-ce qu'elle va nous aider à comprendre aussi les pratiques des gens qui nous ont précédés les derniers siècles dans nos villes. Et comme exemple très concret, je vais vous parler de Paris. Alors, je ne sais pas si on voit la flèche. Alors, c'est pas très grave. On voit ici, on a Paris, c'est l'enceinte antique de Paris. Et on s'est intéressé à l'histoire de l'adduction d'eau à Paris, et en particulier de l'eau au nord. Donc, on voit ici un plateau en hauteur. Là, il y a des buttes à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez la butte Montmartre ou les buttes Chaumont. Et dans cette butte ici, le plateau de Belleville, en fait, des eaux coulent naturellement et font des aquifères qu'on appelle le perchés, qui sont ici. Et depuis au moins le Moyen-Âge, ces aquifères ont été captés et drainés pour former un grand aqueduc. Et donc depuis au moins le XVIe siècle, mais en fait on ne connaît pas exactement l'âge de construction de cet aqueduc. Et alors, chose vraiment intéressante, c'est que cet aqueduc fonctionne toujours, alors pas partout. Il y a des endroits où il a été coupé pour les constructions, d'autres non. Et puis on a l'association des sources du Nord, ASNEP, qui travaille pour la préservation et la reconnaissance de ces aqueducs. Et donc, on voit ici en bas une photo d'une de ces fontaines qui coule encore. Donc, ces eaux coulent encore, et ce qui est bien dommage, c'est que ces eaux ne sont pas utilisées. Elles vont directement dans les eaux pluviales, ce qui est quand même dommage quand on voit le contexte actuel et la pression, notamment, due au changement climatique. Et donc, on s'est posé plusieurs questions. D'abord, en suivant la directive européenne sur l'eau, quel était l'état naturel de ces eaux, puisqu'on a vu c'est de l'eau de pluie qui s'infiltre dans des aquifères, tout simplement. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'on pourrait réutiliser ces eaux? Et pour pouvoir savoir si on peut les réutiliser, eh bien, on est en train de faire leur étude vraiment sur le plan chimique, puisque la chimie est importante, comme vient de le signaler notre collègue, et aussi essayer de voir si on peut en remonter. Donc, on a un état actuel, l'eau est assez polluée, je vais vous montrer, mais depuis quand et pourquoi est-ce que ces eaux sont actuelles? Et donc, je vous ai dit, je viens de l'archéologie et des études des grottes. Et en fait, on s'est intéressé à des tout petits dépôts qu'on trouve dans ces aqueducs. Alors, ici, l'aqueduc, on a les mêmes choses dans les catacombes, aussi certains tunnels. Et en fait, on voit des dépôts calcaires sur le bord. Alors, c'est très petit. Et vous savez sans doute, en géologie, on travaille beaucoup dans les grottes sur les stalagmites, où on s'en sert pour reconstruire toute l'histoire de l'eau et de l'environnement. Et là, la difficulté, c'est que c'était vraiment très, très petit. Alors, sur ces eaux en particulier, dans le nord de Paris, donc la question est l'histoire de la qualité de ces eaux. Et quand on parle avec les historiens, ils nous présentent par exemple les premières analyses chimiques de ces eaux qui ont été faites en 1848. Et ces eaux étaient déjà présentées comme très polluées. Donc absolument inutilisables pour la consommation humaine. Les analyses faites ces dernières semaines confirment ça. Donc, c'est nos collègues du CEREMA qui ont montré ça. C'est extrêmement contaminé en sulfate, par exemple. Et donc, eh bien, est-ce qu'on peut utiliser ces dépôts calcaires pour reconstruire toute l'histoire de la chimie de ces eaux? Voilà, et en particulier en lien avec des siècles d'anthropisation et d'action humaine sur patrimoine matériel, les aqueducs, etc., l'occupation du sol. Et donc, on a d'abord développé l'étude de ces petits dépôts calcaires. Il nous fallait avoir une chronologie très précise, le plus précise possible. Et en fait, on y a réussi. Alors là, on voit des petites barres et des grandes barres. Alors, les grandes barres, c'était une grande réussite parce que c'était des datations radiométriques, chose qui ne se faisait pas avant sur ces choses très petites. Et on voit les petites barres. En fait, on s'est aperçu que ces dépôts dans ces aqueducs en ville,
en fait, suivait exactement le rythme qu'on peut trouver dans les grottes naturelles, avec 2 lamines par an. Et donc, avec cet exemple, par exemple, à Belleville, on s'est aperçu qu'on avait partout daté des échantillons qui avaient chaque fois 300 ans. Alors, on a fait notre publication comme ça, on s'est quand même posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne trouvait pas de concrétion plus ancienne que 300 ans? Puisque notre rêve, c'est bien sûr d'avoir une archive qui pourrait couvrir 500, 600, 700 ans. Et en fait, on s'est aperçu, en discutant avec les historiens après la publication de cette étude, que 300 ans, c'est quand on a arrêté de nettoyer les aqueducs, tout simplement. Donc en fait, les concrétions, ça se dépose parce que l'eau est calcaire. Et puis il y a 300 ans, on a arrêté de nettoyer cet aqueduc. Donc en fait, les concrétions se sont développées. Donc la question initiale est le lien avec l'occupation humaine. Et on est parti du soufre, dont je vous ai montré l'exemple du soufre ici. Donc je ne sais pas si la flèche apparaît. Ici, on a cette fameuse concrétion qu'on a réussi à dater entre le présent et les années 1700 environ. Et on voit bien que le soufre ici, donc il y en a un petit peu quand même jusqu'en 1850, et puis d'un coup, on multiplie par 2 ou par 3 la concentration en soufre. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près le début de l'Anthropocène. On a parlé de l'Anthropocène tout à l'heure avec notre collègue italien. Et donc, est-ce que c'est du soufre qui vient de l'atmosphère? Il y avait beaucoup de soufre à Paris au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, avec notamment les fabriques de plâtre. Et donc, le plâtre est fait à partir de gypse, ici, un minéral qui contient beaucoup de soufre. Et donc, on s'est posé la question de comment est-ce que, d'abord, est-ce que c'est du soufre atmosphérique ou du soufre du gypse? Donc, on a fait des études isotopiques et c'est bien le soufre du gypse. Comment est-ce que ce soufre peut remonter au-dessus? Les nappes d'eau sont proches de la surface. Et en fait, en discutant encore avec les historiens, on s'est aperçu que le début de ce soufre ici correspond en fait à l'installation des populations au-dessus du bassin versant. Alors, l'installation, c'est pas les gens qui jettent du soufre, c'est qu'en fait, avant de construire une ville, la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre à plat. Et pour mettre à plat, en fait, ils ont utilisé ce qu'il y avait à côté, et à côté, il y avait des restes de carrières de gypse. Donc, j'ai mis une image en bas de la carrière de gypse des buttes Chaumont. Et donc, c'est ce gypse qui a été utilisé pour combler les trous. Et maintenant, l'eau passe à travers ce gypse et amène du soufre dans les eaux. Et ces eaux sont contaminées en soufre. Donc, on a trouvé au moins le début de l'origine et la chronologie exacte de cette contamination au soufre qui est due à l'installation de la ville au-dessus du bassin versant. On est chimiste, alors on aime bien essayer plein d'éléments, je vous en présente que 2 aujourd'hui. En fait, on a aussi travaillé sur les terres rares, par exemple, avec une contamination très récente. Mais il y a cet exemple du plomb. Alors le plomb, il y a beaucoup de plomb maintenant, donc on voit en haut c'est toujours la même, ici, les mêmes coupes ici. Donc ici, on n'a plus une stalagmite, mais on en a 3. Et donc on voit qu'on a beaucoup de plomb dans ces calcaires qui sont déposés récemment, parce qu'il y en a beaucoup dans l'eau. Mais alors, chose surprenante, c'est qu'on a aussi beaucoup de plomb au XVIIIe siècle, ici, dans les années 1700, 1750. On a énormément de plomb donc qui était dans l'eau. Et donc, on a bien sûr cherché l'origine de ce plomb. En bon géochimiste, on utilise les isotopes, toujours. Alors, comment ça marche? C'est juste une signature, en fait. Le trait vert, c'est la signature qu'on aurait si c'était du plomb naturel. Et on voit que dans nos stalagmites, on n'a pas de plomb naturel, même dès le XVIIIe siècle. Donc, on a comparé ici avec, par exemple, du plomb que je suis allée récupérer sur des vieux joints. Donc, c'est nos collègues du château de Versailles qui nous avaient donné ce plomb-là. Et donc, on voit que dès le XVIIIe siècle, on a beaucoup de plomb qui circule à Paris, qui s'infiltre dans les eaux, en fait, et qu'on peut enregistrer ici dans ces stalagmites. La question est, c'est quand même surprenant de trouver des quantités aussi importantes de plomb au XVIIIe siècle. D'autant qu'à cette époque, si on regarde les plans de Paris du XVIIIe siècle, donc le carré bleu, c'est la zone qu'on étudie. Donc maintenant, c'est la ville, on est en plein Paris, mais à l'époque, c'était des vergers. Donc on faisait pousser des pêches, par exemple, à Paris. Il y avait des murs à pêche dans cette zone. Et donc, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait autant de plomb qui pouvait passer dans l'eau alors qu'on était en dehors de la ville. Et donc, la réponse est encore venue de nos collègues historiens
qui nous ont montré avec des documents que, par exemple, à cette période, les cultivateurs avaient ordre du roi d'aller nettoyer Paris, donc tout le monde jetait les saletés dans la rue, et puis les cultivateurs arrivaient avec leurs charrettes, récupéraient tous les déchets de la ville. Alors les déchets de la ville, c'était tout, hein, c'était les pots de chambre, c'était les carcasses d'animaux, c'était le métal qu'on utilisait pour racler les ustensiles en bois, etc. Et donc tout ça était récupéré par les cultivateurs, donc il y avait ordre de le faire, comme ici on voit la sentence de police. Et puis ces boues qu'on appelait les gadous servaient d'engrais. Et donc en fait, dans notre carré bleu, là cette zone où il y avait des vergers, eh bien c'était les cultivateurs qui allaient chercher les gadous à Paris et qui s'en servaient comme engrais. Donc on appelait ça les gadous. Et déjà à l'époque, encore ici un extrait d'un document historique, on voit que, si je lis juste le début, ces pêches sont cueillies sur arbres décrépits qui n'ont poussé qu'à force d'engrais et de gadous incapables de communiquer une bonne sève. Donc déjà, en fait, l'action de l'homme et l'utilisation de déchets comme engrais posaient un questionnement important, donc ici sur la qualité des produits alimentaires. Donc on voit bien, on reconnaît toute la notion de cycle en fait dans l'environnement. Voilà, donc ici, toujours avec cette recherche d'archives chimiques, donc on voit que les sources de pollution en plomb sont l'utilisation des déchets comme fertiliseurs, comme engrais, pardon. Alors, ce projet est encore en cours, on a de nombreuses questions, vous verrez, c'est un grand groupe qui travaille là-dessus. Et une autre question qui est vraiment très intéressante, c'est donc de l'eau, je vous ai fait en introduction, vous avez présenté que je vous dis que c'est de l'eau de pluie qui s'infiltre. En fait, peut-être pas seulement. La petite zone ici en verte, c'est ce qu'on appelle le bassin versant, là où l'eau peut théoriquement s'infiltrer pour alimenter ces fontaines. Entre 1800 et les années 2000, donc la zone a été construite, et donc on est passé du vert au gris, le gris étant les zones complètement urbanisées, l'eau ne peut plus pénétrer, en fait ne peut plus rentrer, alimenter les sources, et pourtant les sources continuent à couler. Elles coulent beaucoup trop par rapport à 2 minutes. Elles coulent beaucoup trop par rapport à ce qu'elles devraient couler si on fait juste un calcul hydrologique. Et donc on se demande si ces sources ne sont pas maintenant alimentées en grande partie par des eaux, des réseaux d'adduction, des réseaux d'eau potable en fait, des fuites qui sont aussi un problème majeur en ville. Et puis en faisant des analyses, on s'est aperçu qu'on trouve aussi dans ces eaux des médicaments, des choses comme ça. Donc c'est aussi une partie des eaux usées. Une autre perspective qui est en cours, c'est un travail avec le château de Versailles. Donc ici, on est sous les fontaines, sous la fontaine Latonne, sous le bassin de Neptune. Donc c'est une collaboration étroite avec le service des fontaines, et notamment Madame Daniela Malnard. Donc on veut utiliser les mêmes méthodologies qu'on a mis en place à Paris pour essayer de reconstruire ici, non pas l'histoire des pollutions, mais l'histoire de l'adduction d'eau. Donc on a des traces chimiques, savoir si l'eau venait de tout à côté, ou si c'était de l'eau de la Seine ou des eaux des étangs. Donc c'est le travail en progrès. Donc voilà, écoutez, j'espère pouvoir présenter ça dans quelques années. Donc c'est un travail avec beaucoup de collaborateurs. Je ne le lis pas, vous l'avez ici, donc des gens du château de Versailles. On a eu des financements de l'Agence nationale de la recherche et de la Fondation des sciences du patrimoine. Voilà. Et donc ici, juste en conclusion très rapide, cette étude, donc on a mené sur un petit endroit de Paris, on essaie maintenant de la généraliser à Paris. Il y a plusieurs anciens aqueducs pour avoir comme des cartes chimiques en fait à plusieurs temporalités, des cartes chimiques de l'eau. Et puis bien sûr, on rêverait de pouvoir utiliser ces méthodes dans d'autres villes européennes et notamment en Italie. Voilà, merci beaucoup.